Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette série estivale où on vous propose d'analyser des contes pour un peu utiliser ce temps de l'été différemment, où on essaie d'éclairer la conscience à travers une approche familiale, à travers les contes et un peu comme avec une âme d'enfant. Pour ce deuxième épisode, on a choisi le conte du Petit Poucet, après celui de La Belle au bois dormant. Carole, est-ce que tu peux nous expliquer, d'abord, tu peux tout à fait ajouter ta perspective à mon introduction, qui est peut-être moins précise que la tienne, et ensuite, pourquoi le Petit Poucet vient en deuxième dans notre série? Merci Marie. Je me réjouis de pouvoir travailler sur ce conte parce qu'il est assez spécifique dans le paysage des contes qu'on connaît plus ou moins tous, qui font partie de notre patrimoine. Il est spécifique dans le sens où la plupart des contes se terminent par une rencontre, une union, un mariage, une promesse de descendance, de fertilité, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas du Petit Poucet. Il a comme un autre cycle qui permet d'éclairer autre chose. Et comme on l'avait envisagé dès le départ, ces trois contes, les trois contes de l'été sur lesquels on va travailler, qu'on a déjà travaillé, nous permettent de réenvisager la question de la perversion et de la manière dont on se perd soi-même dans le monde et dans la conscience, à travers l'expérience de la famille et de la parenté. Et La Belle au bois dormant, comme on l'a vu déjà, nous a permis d'éclairer comment on est confronté à la perversion avec la belle-mère ogresse, etc. Et le processus par lequel les deux jeunes amants doivent passer pour devenir conscients et devenir fertiles à leur tour. Là, c'est tout à fait autre chose. On nous parle de l'enfant d'une famille et de son destin particulier par rapport à sa fratrie et du bénéfice, en quelque sorte, qu'il va apporter à sa famille. Pour moi, c'est un conte qui illustre un aspect difficilement appréhendable, qui est l'adaptation à la perversion. Et je suis reconnaissante à la tradition orale qui nous a transmis ce conte qui va nous permettre de voyager là-dedans. Donc on va fonctionner comme la dernière fois, où je vais lire certaines parties du conte, et puis on s'arrête à certains moments bien précis que tu as choisis pour discuter de ce qu'il s'y passe. Et puis vous accompagner dans la découverte analysée par Carole de ce conte du Petit Poucet. Donc installez-vous bien, confortablement, c'est parti. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'en avait que 7. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps. Mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins que 2 à la fois. Ils étaient fort pauvres et leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup, parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot, prenant pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit. Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit que l'on l'appela le Petit Poucet. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison, et on lui donnait toujours le tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Alors déjà, on pose le cadre familial. C'est comme une famille qui produit de l'enfant. On en fait un peu en série. On a 3 paires de jumeaux et un qui vient en plus, qui est le seul à ne pas avoir de double. Et c'est comme une tare, c'est comme une infirmité. Il est moins que les autres. Mais par contre, il écoute. Et dans des familles productivistes, dans lesquelles on fabrique de la descendance pour payer les retraites ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire où on crée d'une certaine manière de futurs créanciers. On fabrique une descendance pour qu'elle nous supporte dans tous les sens du terme, et en attendant qu'elle soit en mesure de le faire, on la trouve pesante, elle coûte, elle mange, etc. On est beaucoup dans le monde de la pulsion, c'est-à-dire la pulsion quantitative, l'énergie qui veut du rendement. On n'est évidemment pas dans la conscience.
Bon, c'est assez fréquent quand même que les personnages des contes soient associés à la forêt. Là, le bûcheron et la bûcheronne, ça souligne aussi le fait qu'ils sont vraiment très en rapport avec l'énergie du bois, l'énergie végétale, l'énergie des arbres, qui est très associée à la pulsion dans son côté, quelque chose qui pousse, quelque chose qui veut toujours, avec une certaine ardeur finalement, vivre, passer dans le visible, se déployer, mais qui peut aussi, sans conscience, donner cette espèce de fabrication sans âme. Et le petit Pousset, c'est comme le rappel que l'âme y est et qu'elle se définit par quelque chose qui manque aux autres. Oui, et puis je pensais aussi au contraste entre le côté très frêle du petit Pousset dans cet univers très matériel, très dense, qui vient proposer autre chose. Il vient proposer autre chose qui, a priori, n'est pas ce qui est souhaité, désiré ou voulu dans cette famille, dans laquelle on a d'autres objectifs, dont on va voir par la suite comment ils se précisent. Et le fait qu'il ne dise mot aussi est intéressant, le fait qu'il soit plus dans cette position d'écoute et de silence, qui dans les milieux très concurrentiels est souvent méprisé. On poursuit ? Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir que ces enfants étaient couchés, et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur. « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux, et je suis résolu de les mener perdre demain au bois, ce qui sera aisé, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. »« Ah !» s'écria la bûcheronne, « pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ?» Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur ce leur serait de les voir mourir de faim, elle y consentit et alla se coucher en pleurant. Le petit Pousset ouït tout ce qu'ils dirent, car ayant entendu de dedans son lit qu'ils parlaient d'affaires, il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu. Il alla se coucher et ne dormit point le reste de la nuit, songeant à ce qu'il avait à faire. Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau, où il emplit ses poches de petits cailloux blancs, et ensuite revint à la maison. On partit, et le petit Pousset ne découvrit rien de tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans une forêt fort épaisse, où à 10 pas de distance on ne se voyait pas l'un l'autre. Le bûcheron se mit à couper du bois, et ses enfants à ramasser les broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement, et puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Lorsque ses enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Alors, l'événement surgit. Il y a comme une cascade d'événements, la misère, la famine, et l'espèce de pression que les événements exercent sur nous, jusqu'au point où on se démet de sa responsabilité, là en tant que parent, en disant « ce qui justifie que j'abandonne mes enfants, c'est que je ne veux pas souffrir ». Je rappelle souvent cette histoire que quand j'avais cette histoire à mon fils, il s'est dressé sur son lit à ce moment-là en me disant « mais c'est pas une raison ». Ce qui est juste, bien sûr, mais ce qui n'est pas une raison du point de vue de l'âme, du point de vue de la conscience, du point de vue des affaires, on va appeler comme ça ce plan très matériel. Tout est justifiable. On n'a plus de quoi, donc on les abandonne, plutôt que de chercher ensemble finalement, ou d'en parler avec eux, c'est-à-dire de mettre en commun le désarroi de notre âme. Là, on gère les affaires. Dans une économie très tendue par la misère, on va au moins s'économiser la peine de les voir mourir de faim, donc on va les abandonner. On va les abandonner lâchement, en mentant, avec une espèce d'hypocrisie parentale remarquable. Et le petit garçon, le petit Pousset qui entend le message, doit prendre en compte cette dimension. On entend aussi, d'ailleurs, c'est intéressant, que le féminin de la mère résiste davantage. On nous dit que le père a le cœur serré de douleur, ce qui indique quand même qu'il a un cœur, mais un cœur avec lequel il peut faire des arrangements, tout comme la mère fait un arrangement aussi. On voit bien que c'est toujours le féminin quand même qui est sensible et qui tente d'honorer quelque chose du point de vue de l'engagement dans cette histoire.
Donc les enfants partent. Les petits cailloux, je crois que c'est la chose que tout le monde associe au petit poucet. Si on demande à n'importe qui dans la rue, qu'est-ce que ça évoque pour le petit poucet, il va dire les petits cailloux. Peut-être ensuite les bottes de l'ogre, mais en tout cas les petits cailloux viennent toujours. Et ça va ouvrir sur autre chose, effectivement. Oui, puis je trouve ça assez surprenant aussi dans les négociations que la bûcheronne fait avec elle-même, que elle se dit que si elle ne les voit pas, alors ce sera supportable. Mais ça, du coup, ça nie l'idée que, en fait, si, à partir du moment où on en a conscience, la souffrance, elle sera là dans tous les cas. C'est l'instauration du déni. Si je ne le vois pas, je n'en souffrirai pas. Si je les vois mourir de faim sous mes yeux, là je vais en souffrir. Mais si c'est loin des yeux, c'est loin du cœur. C'est une famille très ordinaire. Continue. Le petit Pousset les laissait crier, sachant bien par où il reviendrait à la maison. Car en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc : « Ne craignez point, mes frères. Mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai bien au logis. Suivez-moi seulement. » Ils le suivirent, et il les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord entrer, mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère. Dans le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya 10 écus qu'il leur devait il y avait longtemps, et dont ils n'espéraient plus rien. Cela leur redonna la vie, car les pauvres gens mouraient de faim. Le bûcheron envoya sur l'heure sa femme à la boucherie. Comme il y avait longtemps qu'elle n'avait mangé, elle acheta 3 fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de 2 personnes. Lorsqu'ils furent rassasiés, la bûcheronne dit : « Hélas, où sont maintenant nos pauvres enfants ? Ils feraient bonne chère de ce qui nous reste là. Mais aussi, Guillaume, c'est toi qui les as voulu perdre. J'avais bien dit que nous nous en repentirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt ? Hélas, mon Dieu, les loups les ont peut-être mangés. Tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants. » Le bûcheron s'impatienta à la fin, car elle redit plus de 20 fois qu'il se repentirait et qu'elle l'avait bien dit. Il la menaça de la battre si elle ne se taisait. Ce n'est pas que le bûcheron ne fût peut-être encore plus fâché que sa femme, mais c'est qu'elle lui rompait la tête, et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens qui aiment fort les femmes qui disent bien, mais qui trouvent très importunes celles qui ont toujours bien dit. Alors, là aussi, je trouve intéressant l'excès, et puis une fois que le confort est de retour, on commence à répartir les points de culpabilité et de responsabilité. C'est un merveilleux exemple de famille dysfonctionnelle. On ne veut pas prendre en compte les enfants dans leurs besoins, on s'installe comme ça dans le déni. Et puis là, la chose qui dit tout, c'est voilà, le paiement de la dette, cette chose d'ailleurs qui vient comme une sorte de providence dont on avait oublié la possibilité qu'elle existe, c'est-à-dire la dette qui est payée, la manne financière qui revient et qui rend la famine beaucoup plus supportable comme idée. On ne se dit pas j'ai récupéré de l'argent, je vais aller chercher les enfants. On se dit on a récupéré de l'argent, on va faire bombance. Puis on va à la boucherie, ce qui veut dire qu'on achète de la viande c'est cher. On n'achète pas 3 morceaux de pain. On se repaît d'abord, on se goinfre même, et c'est parce qu'il y a des restes qu'on commence à regretter ce qu'on a fait. C'est très clair, cette manière dont ça dit que le cœur n'y est pas, l'engagement d'âme à âme n'y est pas, le désir d'aimer l'autre n'y est pas. Il y a une sorte de convergence d'arrangement. Et la dispute entre le bûcheron et la bûcheronne est assez évocatrice aussi de cette manière dont finalement le monde de la pulsion, quand il n'y a pas le cœur, c'est un monde de violence, de jouissance et de violence, et ça va ensemble. Et c'est intéressant que les enfants qui ont été échaudés un peu par l'abandon ont d'abord la précaution d'écouter, de voir s'ils vont être bien reçus. Et c'est seulement quand cette forme de regret un peu hypocrite, je dirais, de l'abandon va pouvoir s'exprimer que la situation va pouvoir changer à nouveau. Sinon, le danger est toujours là. Oui, on sent bien que à partir du moment où ça va leur coûter, en tout cas au bûcheron et à la bûcheronne,
Là, l'élan vers l'autre s'arrête. Comme tu dis, c'est soit avec les restes ou bien même avec le bûcheron et sa femme, qu'il aime bien quand elle parle, mais qu'elle va dans son sens. Mais à partir du moment où ça commence à lui taper sur le système, il lui taperait bien dessus aussi. La bûcheronne était toute en pleurs. Hélas, où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants ? Elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte, l'ayant entendu, se mirent à crier tous ensemble. Nous voilà, nous voilà ! Elle courut vite leur ouvrir la porte et leur dit en les embrassant. Que je suis aise de vous revoir, mes chers enfants. Vous êtes bien là et vous avez bien faim. Et toi, Pierrot, comme te voilà crotté, viens que je te débarbouille. Ce Pierrot était son fils aîné, qu'elle aimait plus que tous les autres, parce qu'il était un peu rousseau et qu'elle était un peu rousse. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère, à qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt, en parlant presque toujours tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux, et cette joie dura tant que les 10 écus durèrent. Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin et résolurent de les perdre encore, et pour ne pas manquer leur coup, de les mener bien plus loin que la première fois. Ils ne purent parler de cela si secrètement qu'ils ne fussent entendus par le petit Pousset, qui fit son compte de sortir d'affaires comme il l'avait déjà fait. Mais quoiqu'il se fût levé de bon matin pour aller ramasser des petits cailloux, il ne put en venir à bout, car il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire. Lorsque la bûcheronne leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner, il songea qu'il pourrait se servir de son pain au lieu de cailloux, en le jetant par miettes le long des chemins où il passerait. Il le serra donc dans sa poche. Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur. Et dès qu'ils y furent, ils gagnèrent un faux fuyant et les laissèrent là. On s'enfonce dans le fait divers sordide. On voit vraiment comment la famille dysfonctionnelle se caractérise de plus en plus. La mère a un préféré. Le préféré, c'est celui qui lui ressemble. On aime ce qui nous ressemble. On ne peut se lier à l'autre que dans ces conditions où il est un double de nous-mêmes. Ça revient beaucoup comme avec cette histoire des enfants qui sont comme des jumeaux. Ça dit à quel point la singularité n'a pas d'existence, à quel point rencontrer l'autre en tant que différent de soi, c'est comme insurmontable. Et puis il y a bien sûr la répétition. Une première fois un événement arrive, tout arrive une fois. Un événement se répète, l'épreuve se tend, se densifie. La famine une deuxième fois, il n'y aura pas de deuxième dette qui sera payée, qui rendra la possibilité de sortir facilement, entre guillemets, du problème. Et pour le petit Pousset, il y a aussi cette prise de conscience que la stratégie, l'espèce de prothèse qui a permis de survivre la première fois avec les petits cailloux, n'est pas une recette qui va marcher à tous les coups. Et j'ai souvent travaillé avec des patients sur cette notion que on est tous capables de trouver des petits cailloux pour se sortir d'une situation problématique une fois ou l'autre. Mais les petits cailloux ne nous coûtent rien. Ça nous demande un peu d'ingéniosité, c'est tout. Il faut écouter, il faut comprendre, il faut trouver une stratégie. Quand on a vraiment faim, le dernier morceau de pain qui nous reste et qu'on doit sacrifier pour en disperser des miettes sur le chemin, c'est un autre enjeu. Ça nous touche aux tripes, ça nous touche au corps, ça nous demande vraiment d'engager la dernière chose précieuse qui nous reste, le corps, la capacité de survivre. Mais c'est à ce prix-là qu'on va pouvoir, si on va au bout du processus bien sûr, transformer la situation de manière plus consciente. Sinon ça reste des échanges de petits cailloux, on revient, et l'argent est revenu, on mange tous ensemble, tout le monde est très content, rien ne change. Oui, c'est ça qui est un peu horrifiant aussi dans le retour à la normale. On mange tous ensemble joyeusement, alors qu'il y a quand même eu un abandon et que mais c'est complètement, ça passe à la trappe. C'est le déni. Voilà, c'est le déni. Le petit Pousset ne s'en chagrina pas beaucoup, parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin par le moyen de son pain qu'il avait semé partout où il avait passé. Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette.
Les oiseaux étaient venus, qui avaient tout mangé. Les voilà donc bien affligés, car plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint, et il s'éleva un grand vent, qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient n'entendre de tous côtés que des hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n'osaient presque se parler ni tourner la tête. Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu'aux os. Ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue, d'où ils se relevaient tout crottés, ne sachant que faire de leurs mains. Le petit Pousset grimpa au haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrait rien. Ayant tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme d'une chandelle, mais qui était bien loin par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre, et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères du côté qu'il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, non sans bien des frayeurs, car souvent ils la perdaient de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelque fond. L'égarement, l'épreuve et la forêt obscure de la psyché. Cet endroit dans lequel on rentre dans le dur. Justement derrière tout ce côté séduisant de la pulsion, l'excitation, la jouissance, le plaisir, le soulagement même de sortir de l'épreuve. Tout ça nous met en ébullition à certains égards, plutôt qu'en joie d'ailleurs. Mais là, on entre dans quelque chose de plus radical où les recettes habituelles ne fonctionnent plus et où ce qui avait dans un premier temps rassuré l'âme n'est plus une solution fiable. Il va falloir découvrir quelque chose de nouveau. Et là, on voit vraiment, c'est amusant tout ce parcours avec les hauts et les bas. Si on monte en haut de l'arbre, on voit une petite lumière qui nous fait espérer quelque chose de mieux. Et dès qu'on redescend et qu'on passe dans des creux, comme dans la dépression, on trouve plus rien, il n'y a plus de lumière, on est vraiment paumé. Et ça peut aller jusqu'au désespoir, bien sûr, ça dit bien que on est exposé à des épreuves, le vent, la pluie, la boue, etc. C'est dur, ça parle du corps à chaque fois. Et ça dit aussi notre capacité à être désorienté. C'est-à-dire le déni, objectivement, nous désoriente. Ça nous fait sortir de la capacité de nous repérer dans le monde, dans l'espace et avant tout dans les relations humaines. Donc là, on entend que c'est toujours cette petite capacité infime mais si précieuse de l'âme de s'élever, de prendre de la hauteur par rapport aux circonstances, de ne pas rester prise dans les injonctions de la matière non plus, et aussi probablement qu'elle est liée à la responsabilité de guider les autres. Ils heurtèrent à la porte, et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Le petit Pousset lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt et qui demandaient à coucher par charité. Cette femme, les voyant tous si jolis, se mit à pleurer et leur dit « Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus ? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits enfants ?» « Hélas, madame, lui répondit le petit Pousset, qui tremblait de toute sa force, aussi bien que ses frères. Que ferons-nous ? Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit si vous ne voulez pas nous retirer chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur qui nous mange. Peut-être qu'il aura pitié de nous, si vous voulez bien l'en prier. » La femme de l'ogre, qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu, car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre. Comme ils commençaient à se chauffer, ils entendirent heurter 3 ou 4 grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit cacher sous le lit et elle alla ouvrir la porte. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt et si on avait tiré du vin, et aussitôt se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui en sembla que meilleur. Il fleurait à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. « Il faut, lui dit sa femme, que ce soit ce veau que je viens d'habiller que vous sentez. »« Je sens la chair fraîche, te dis-je encore une fois, reprit l'ogre, en regardant sa femme de travers. Et il y a ici quelque chose que je n'entends pas. » En disant ces mots, il se leva de table et alla droit au lit. « Ah !» dit-il, « voilà donc comme tu veux me tromper, maudite femme. Je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi. Bien t'en prends d'être une vieille bête. »
Voilà du gibier qui me vient bien à propos pour traiter 3 ogres de mes amis qui doivent me venir voir ces jours ici. » Il les tira de dessous le lit l'un après l'autre. Ces pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon. Mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres, qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévorait déjà des yeux, et disait à sa femme que ce serait là de frire en morceaux lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau, et en approchant de ces pauvres enfants, il l'aiguisait sur une longue pierre qu'il tenait à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est ? N'aurez-vous pas assez de temps demain matin ? » ?»« Tais-toi, reprit l'ogre, ils en seront plus mortifiés. »« Mais vous avez encore là tant de viande, reprit sa femme. Voilà un veau, 2 moutons et la moitié d'un cochon. »« Tu as raison, dit l'ogre. Donne-leur bien à souper, afin qu'ils ne maigrissent pas, et va les mener coucher. » Nouveau rebondissement, nouveau haut, bas, et puis négociation entre être mangé par des loups, par l'ogre, et cette ogresse aussi, qui a une bonté qu'on peut-être on n'aurait pas anticipée. Oui, la femme de l'ogre, là, n'est pas désignée comme ogresse, dans le sens où il ne semble pas qu'elle mange les enfants, mais elle est... Enfin, ils sont tous les deux, l'ogre et sa femme, comme une représentation du père et de la mère qui ressurgit, mais cette fois, plus clairement. C'est comme si on avait nettoyé la surface qui nous sépare de cette représentation, et ce qui semblait être de bons parents au départ devient de plus en plus explicitement un père prédateur, matérialiste et violent dans ses appétits, et une femme moins toxique d'emblée, mais très soumise. Et puis la mésentente, bien sûr, dans les couples aussi, qui apparaît de plus en plus clairement. Quand il traite sa femme de vieille bête, en disant qu'il pourrait la manger, qu'elle a de la chance d'être une vieille carne, parce que sinon, elle passerait à la casserole. On voit que ce n'est pas le langage de l'amour. Et la chair fraîche et l'instinct et le flair, pas tout ce monde de la prédation, qui sait très bien se servir du subtil, des sens, de tout ce qui peut guider, orienter, etc., mais toujours pour nourrir des appétits, pas pour rencontrer l'autre, pour s'en saisir et le dévorer. C'est la seule finalité, je dirais, de l'organisation des instincts et de leur mise en œuvre. Puis je trouve que ça... Alors, je ne sais pas si on peut parler d'intelligence quand il s'agit du subtil dont tu parles, mais ça montre bien qu'en fait, la prédation, elle a une forme d'intelligence qu'il ne faut pas la sous-estimer. Elle est rusée. Je dirais peut-être pas tout à fait que c'est de l'intelligence, ou alors dans le sens stratégique de l'intelligence. Elle a une capacité à créer une organisation du vivant qui lui est profitable. Mais j'appellerais plutôt ça une ruse, une manière de traquer, d'orienter, d'exercer des pressions pour, comme on canalise un troupeau de chevaux sauvages ou d'animaux, de bétail, n'importe, pour le faire passer par le sas où on veut qu'il passe. Pour moi, c'est pas l'intelligence. C'est plutôt une forme de capacité de manipulation consciente. La bonne femme fut ravie de joie, et leur porta bien à souper, mais ils ne purent manger tant ils étaient saisis de peur. Pour l'ogre, il se remit à boire, ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses amis. Il but une 12aine de coups, plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui donna un peu dans la tête et l'obligea de s'aller coucher. L'ogre avait 7 filles, qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient toutes le teint fort beau, parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père. Mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu, et une fort grande bouche avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l'une de l'autre. Elles n'étaient pas encore fort méchantes, mais elles promettaient beaucoup, car elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer le sang. On les avait fait coucher de bonne heure, et elles étaient toutes 7 dans un grand lit, ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit coucher les 7 garçons. Après quoi, elle s'alla coucher auprès de son mari.
Le petit Pousset, qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête, et qui craignait qu'il ne prît à l'ogre quelque remords de ne les avoir pas égorgées dès le soir même, se leva vers le milieu de la nuit, et prenant les bonnets de ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre sur la tête des 7 filles de l'ogre, après leur avoir ôté leur couronne d'or, qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne, afin que l'ogre les prît pour ses filles, et ses filles pour les garçons qui voulaient égorger. La chose réussit comme il l'avait pensé, car l'ogre, s'étant éveillé sur le minuit, eut regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille. Il se jeta donc brusquement hors du lit, et prenant son grand couteau. « Allons voir, dit-il, comment se portent nos petits drôles. N'en faisons pas 2 fois. » Il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les petits garçons, qui dormaient tous, excepté le petit Pousset, qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui tâtait la tête, comme il avait tâté celle de tous ses frères. L'ogre qui sentit les couronnes d'or. « Vraiment, dit-il, j'allais faire là un bel ouvrage. Je vois bien que je bus trop hier soir. » Il alla ensuite au lit de ses filles, où ayant senti les petits bonnets des garçons. « Ah, les voilà, dit-il, nos gaillards. Travaillons hardiment. » En disant ces mots, il coupa sans balancer la gorge à ses 7 filles. Fort content de cette expédition, il alla se recoucher auprès de sa femme. Alors, pour revenir à ce que tu disais à propos de la ruse, est-ce qu'on peut dire que c'est de la ruse de la part du petit Pousset, ou est-ce que là, c'est l'adaptation qui survient? Comment est-ce que tu l'analyserais? Moi, je trouve qu'on voit un rapport au temps très particulier et intéressant dans ce passage, de même que la femme de l'ogre a gagné du temps, ce qui a permis aux enfants de survivre pendant quelques heures de plus. Là, c'est la capacité de l'âme que représente le petit Pousset d'anticiper, de voyager dans le temps, de pouvoir anticiper ce qui se passerait demain si on ne fait pas ça aujourd'hui. Et ça, c'est plus que de la ruse. Pour moi, c'est vraiment de l'intuition. L'intuition et la ruse sont de nature différente. L'intuition suppose qu'on est connecté à ce qui nous inspire. La ruse, c'est plutôt comment on dispose de nos outils, de nos moyens, etc., pour en tirer le meilleur usage. Et c'est intéressant aussi de voir que le caractère ogresque se transmet en termes de génération, et que le féminin, qui est quand même très, très central finalement dans ce conte, même s'il y a surtout des petits garçons dont on parle, et que la position du féminin se précise, que la passivité, la soumission de la femme du bûcheron ou de la femme de l'ogre devient une capacité prédatrice, c'est-à-dire une sorte de complicité finalement qui s'hérite de la part des petites filles, qui, comme leur père, sont déjà capables de sucer le sang des petits-enfants. C'est-à-dire que quand les mères sont passives, elles sont complices. Elles permettent à ce goût de la prédation de passer dans la descendance. Et par ailleurs, on est de plus en plus dans la réalité de ce qui se passe, c'est-à-dire c'est de plus en plus gore. ça saigne de partout, et c'est toute la finesse du petit Pousset que de réussir à anticiper ce qui va pouvoir se passer si lui reste passif à son tour. Et je me posais aussi la question de cet aveuglement ou ce manque de... Je ne sais pas si on peut dire de réelle rencontre entre l'ogre et ses filles, parce qu'il suppose que la petite couronne suffit à les reconnaître, et qu'il s'en félicite même. Et je ne sais pas si là aussi il y a quelque chose à comprendre dans cette illusion ou cette auto-tromperie de l'ogre vis-à-vis de ses filles. La couronne, ça marque toujours une élection. Le roi porte une couronne parce qu'il est un élu éminent par rapport aux autres personnes. Là, les petites filles, parce qu'elles portent une couronne, parce qu'elles sont les filles de l'ogre, elles sont supposées avoir des droits, des privilèges, etc., que les autres n'ont pas. Et c'est toujours une illusion. Le privilège est toujours une illusion. Ça repose sur des bases très fragiles. Ça ne repose pas sur la capacité de s'incarner, de partir de son propre désir. La force de ce que le petit Pousset représente, c'est cette singularité, justement, qui peut devenir une guidance pour son entourage, mais qui est aussi une chose qui l'expose beaucoup.
qui le met dans un danger différent. On se rappelle quand même qu'au début du texte, on nous dit qu'il est le souffre-douleur. Alors, plus on avance dans le conte, plus on le voit comme une sorte de héros civilisateur ou transformateur. Mais d'abord, c'est un souffre-douleur. Ce n'est pas une capacité très bien accueillie qu'il représente. Une famille dysfonctionnelle n'est pas une famille dans laquelle on aime accueillir l'enfant, reconnaître la dimension de l'âme. C'est une famille où le déni se met en place, où les rapports de force dominent, et où le conflit entre les hommes et les femmes est très puissant aussi. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que ces couronnes, elles sont le privilège qu'elles sont censées donner aux petites, et puis en général, il est complètement factice. Il y a une question que Ingrid nous a posée derrière sa caméra qui devrait être visible aussi dans cet entretien. C'est que le petit Pousset agit toujours seul. Il n'y a aucune collaboration. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Là aussi, c'est un conte assez différent de beaucoup d'autres. Dans beaucoup de contes, le personnage principal va rencontrer des alliés. Il va trouver des sortes de talismans, on lui propose des gris-gris qui vont l'aider au moment décisif, etc. Là, c'est comme une sorte de dépouillement extrême quand même des conditions dans lesquelles on s'incarne et qui dit, dans une famille dysfonctionnelle, l'âme ne peut compter que sur elle-même et sur son désir de continuer à s'inscrire dans le temps et dans l'espace, de rester. Ce qui suppose là, en l'occurrence, dans cette histoire particulière, que le petit Pousset n'établit de lien qu'avec ceux qu'il veut aider, mais que lui ne reçoit pas d'aide. Ce qui est une grande épreuve. Surtout s'il a été le souffre-douleur de la famille, il a vraiment bon cœur, ce petit Pousset. Je ne sais pas si à ce stade on peut dire qu'il a bon cœur parce qu'il n'a pas le choix. C'est-à-dire, c'est comme si on se disait, soit il devient autiste, il se met dans une bulle et puis il s'occupe de rien ni de personne et il garde sa capacité de connexion au niveau le plus profond, mais sans lien avec le monde extérieur. Soit s'il veut se lier au monde extérieur dans cette famille dysfonctionnelle de la psyché obscure, il se met au service. C'est le seul moyen par lequel il trouve une ouverture. Aussitôt que le petit Pousset entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque toute la nuit, toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient. L'ogre, s'étant éveillé, dit à sa femme : « Va-t'en là-haut habiller ces petits drôles d'hier soir. » L'ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari, ne se doutant point de la manière qu'il entendait qu'elle les habillât. Et croyant qu'il lui ordonnait de les aller vêtir, elle monta en haut, où elle fut bien surprise lorsqu'elle aperçut ses 7 filles égorgées et nageant dans leur sang. Elle commença par s'évanouir, car c'est le premier expédient que trouvent presque toutes les femmes en pareille rencontre. L'ogre, craignant que sa femme ne fût trop longtemps à faire la besogne dont il l'avait chargée, monta en haut pour lui aider. Il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle. « Ah, qu'ai-je fait » s'écria-t-il. « Ils me le paieront, les malheureux, et tout à l'heure !» Il jeta aussitôt une potée d'eau dans le nez de sa femme et l'ayant fait revenir. « Donne-moi vite mes bottes de 7 lieues, lui dit-il, afin que j'aille les attraper. » Il se mit en campagne, et après avoir couru bien loin de tous côtés, enfin il entra dans le chemin où marchaient ces pauvres enfants, qui n'étaient plus qu'à 100 pas du logis de leur père. On confirme l'amour entre les maris et les femmes. C'est drôle toujours de voir comme l'ogre trouve que c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. C'est de la faute des petits garçons s'il a égorgé ses filles, non pas parce qu'il a des tendances regrettes, c'est la faute de sa femme si elle ne fait pas les choses assez vite, etc. Il y a une sorte d'obsession de bien s'en sortir, d'avoir toujours le bon côté des choses, de ne faire que jouir, que profiter, qu'avoir le pouvoir finalement. Jamais de reconnaissance de la responsabilité, de l'engagement quand même qu'on a pris, y compris les pires. Tout est à vif comme ça. Et on ne peut se venger, entre guillemets, des fautes qu'on a commises qu'en essayant d'en commettre de nouvelles. C'est ça aussi le déni. C'est qu'il n'y a pas de retour sur soi, il n'y a pas d'introspection,
il y a toujours cette force pulsionnelle qui veut, avec avidité, se saisir de davantage, mais pas avoir ce retournement sur soi. Donc maintenant, ça va être la vengeance. Puis peut-être qu'il y a aussi quand même cette différence entre la femme de l'ogre qui s'évanouit de douleur, en fait. Mais l'ogre qui laisse aucune... Alors, il dit que c'est un affreux spectacle, mais en fait, il n'y a pas de moment où on sent pas, ou en tout cas, on ne parle pas de chagrin. C'est tout de suite la rage qui prend le dessus et qui prend tout l'espace. Alors, la vengeance. Ils virent l'ogre qui allait de montagne en montagne et qui traversait des rivières aussi aisément qu'il aurait fait le moindre ruisseau. Le petit Pousset, qui vit un rocher creux proche le lieu où ils étaient, il fit cacher ses 6 frères et s'y fourra aussi, regardant toujours ce que l'ogre deviendrait. L'ogre, qui se trouvait fort las du long chemin qu'il avait fait inutilement, car les bottes de 7 lieues fatiguent fort leur homme, voulut se reposer, et par hasard, il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit après s'être reposé quelque temps, et vint à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants n'en eurent pas moins de peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Le petit Pousset en eut moins de peur, et dit à ses frères de s'enfuir promptement à la maison, pendant que l'ogre dormait bien fort, et qu'ils ne se missent point en peine de lui. Ils crurent son conseil et gagnèrent vite la maison. Le petit Pousset s'étant approché de l'ogre, lui tira doucement ses bottes et les mit aussitôt. Les bottes étaient fort grandes et fort larges, mais comme elles étaient fées, elles avaient le don de s'agrandir et de s'apetisser selon la jambe de celui qui les chaussait, de sorte qu'elles se trouvèrent aussi juste à ses pieds et à ses jambes que si elles avaient été faites pour lui. Il alla droit à la maison de l'ogre où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées. « Votre mari, lui dit le petit Pousset, est en grand danger, car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donne tout son or et tout son argent. Dans le moment qu'il lui tenait le poignard sur la gorge, il m'a aperçu et m'a prié de venir vous avertir de l'état où il est, et de vous dire de me donner tout ce qu'il a vaillant sans en rien retenir, parce qu'autrement ils le tueront sans miséricorde. Comme la chose presse beaucoup, il a voulu que je prisse ses bottes de 7 lieues, que voilà pour faire diligence, et aussi afin que vous ne croyiez que je sois un affronteur. » La bonne femme, fort effrayée, lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait, car cet ogre ne laissait pas d'être fort bon mari, quoiqu'il mangeât les petits enfants. Nouvelle intuition du petit Pousset, donc. Nouvelle intuition, une nouvelle confirmation quand même des relations ambivalentes dans les couples qui s'installent dans le déni. L'ogre n'étant quand même pas un si mauvais mari, ça fait penser à tous ces faits divers dans lesquels on découvre que des gens ont été crapuleux et que le conjoint ou la conjointe dit que quand même il n'avait rien vu, rien compris, rien senti, comme si justement l'âme n'était pas engagée. Là, c'est ça le milieu familial dont on nous parle, un milieu dans lequel on ne se perçoit pas les uns les autres, on s'accommode, on partage certains goûts, on évite certains sujets de conversation, on s'arrange en permanence. Et le petit Pousset, là, on voit qu'il est dans cette intuition qui lui permet de sentir le bon endroit, la bonne stratégie, etc. Là où, d'une certaine manière, il partage aussi la ruse avec l'ogre. Je trouve qu'il y a une sorte de compromission qui commence à se mettre en place. Ce qu'on cherche, c'est pas la rectitude, c'est la revanche qui va nous permettre de ne plus souffrir. C'est pas pareil. Oui, parce que on ne sait pas ce que nous on ferait à la place du petit Pousset, mais en attendant, cette femme est quand même celle qui a manifesté de la bonté et puis qui les a sauvés d'une certaine manière. Et puis là, il décide de détourner cette bonté-là ou ce sentiment à son avantage. La manipulation a beaucoup de visages, y compris des visages apparemment vertueux. Là, moi, ce qui m'a toujours frappé dans ce conte, c'est à quel point, effectivement, le petit Pousset est un héros solitaire, et c'est un héros qui n'a pas de désir de relation, qui ne cherche pas à être en contact avec les autres. Il est là en permanence comme un sauveur. C'est comme si c'était seulement une fonction
comme si sa fonction dans la vie, c'était de suppléer à ce qui manque à autrui, sans se demander finalement si autrui ne pourrait pas prendre en charge cette fonction par soi-même. C'est-à-dire c'est un peu comme dit Jiminy Cricket dans Pinocchio, c'est l'âme du grillon qui devient le gardien de la conscience. Et a priori, on pourrait souhaiter quand même que la conscience soit intégrée par chacun. Là, le père, la mère, le bûcheron, la bûcheronne, l'ogre, l'ogresse, la femme de l'ogre, pardon, il n'y a pas du tout de désir de conscience. Et il semblerait que même pour le petit poussé, il n'y en a pas tant que ça. Je pense que c'est assez essentiel d'être critique aussi vis-à-vis du petit poussé, parce qu'on a vite tendance, je crois, dans les contes, à un peu angéliser les héros et les héroïnes, alors que c'est pas le sujet, c'est pas la visée du conte. Alors, dénouement. Le petit Pousset, étant donc chargé de toutes les richesses de l'ogre, s'en revint au logis de son père, où il fut reçu avec bien de la joie. Il y a bien des gens qui ne demeurent pas d'accord de cette dernière circonstance, et qui prétendent que le petit Pousset n'a jamais fait ce vol à l'ogre, qu'à la vérité, il n'avait pas fait conscience de lui prendre ses bottes de 7 lieues, parce qu'il ne s'en servait que pour courir après les petits enfants. Ces gens-là assurent le savoir de bonne part, et même pour avoir bu et mangé dans la maison du bûcheron. Ils assurent que lorsque le petit Pousset eut chaussé les bottes de l'ogre, il s'en alla à la cour, où il savait qu'on était fort en peine d'une armée qui était à 200 lieues de là, et du succès d'une bataille qu'on avait donnée. Il alla, disent-ils, trouver le roi, et lui dit que s'il le souhaitait, il lui rapporterait des nouvelles de l'armée avant la fin du jour. Le roi lui promit une grosse somme d'argent s'il en venait à bout. Le petit Pousset rapporta des nouvelles dès le soir même, et cette première course l'ayant fait connaître, il gagnait tout ce qu'il voulait, car le roi le payait parfaitement bien pour porter ses ordres à l'armée, et une infinité de dames lui donnaient tout ce qu'il voulait pour avoir des nouvelles de leurs amants, et ce fut là son plus grand gain. Il se trouvait quelques femmes qui le chargeaient de lettres pour leur mari, mais elles le payaient si mal, et cela allait à si peu de choses qu'il ne daignait mettre en ligne de compte ce qu'il gagnait de ce côté-là. Après avoir fait pendant quelque temps le métier de courrier et avoir amassé beaucoup de biens, il revint chez son père, où il n'est pas possible d'imaginer la joie qu'on eut de le revoir. Il mit toute sa famille à son aise. Il acheta des offices de nouvelles créations pour son père et pour ses frères, et par là, il les établit tous et fit parfaitement bien sa cour en même temps. Moralité. On ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants, quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands, et d'un extérieur qui brille. Mais si l'un d'eux est faible ou ne dit mot, on le méprise, on le raille, on le pille. Quelquefois cependant, c'est ce petit marmot qui fera le bonheur de toute la famille. Il y a quelques points qui crissent un petit peu quand même. Je me disais en t'écoutant, c'est là vraiment le grincement domine. C'est incroyablement cruel, hein, ce conte qui dit, voilà, il s'en est bien tiré. Alors de toute façon, que ce soit avec la rançon de l'ogre, avec les bottes de l'ogre, avec les maîtresses qui veulent des nouvelles de leurs amants, etc., il a su faire son chemin dans la vie. Il marche au soleil maintenant. Et c'est quand même présenté... Excuse-moi. La caméra s'en renverse. C'est présenté comme un modèle de réussite. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment le conte pour moi de l'adaptation à la perversion. Ça dit comment, si on est malin, si on est ingénieux, si on réussit à accaparer à son tour les outils de la ruse qui étaient ceux du prédateur, on va bien s'en sortir. Et non seulement on va bien s'en sortir, mais on va faire la fortune et le confort, l'établissement de tous ceux qui sont dans le déni. Et ça, c'est super. Et ça ressemble tellement à l'histoire de tellement de gens qui ont vécu leur position dans leur fratrie, dans leur famille, comme une sorte de position d'enfant fusible, ou de bouc émissaire, ou de souffre-douleur. Enfin, l'enfant qui refoule le moins sur l'âme dans un milieu dysfonctionnel, c'est celui qui souffre le plus. Et du coup, c'est aussi, la plupart du temps, celui qui va être pris dans la tentation d'arranger le système.
de réparer les dysfonctionnements, de faire le lien là où il n'y a pas de lien, de prendre sur lui toujours pour apporter plus de bénéfices sous une forme ou une autre. Et là, c'est vraiment ça, ce dont on nous parle. Donc, je dirais, c'est un échec magistral présenté comme une réussite merveilleusement sociale. Et puis, il y a pas de... C'est dommage parce que on a l'impression qu'au début, il y aurait eu cette proposition d'une autre, une autre vision, une autre manière de vivre, parce que le petit pousset est venu seul, parce qu'il est plus petit, parce qu'il écoute. Et en fait, à la fin, il rejoint le modèle productiviste. Et puis aussi, on peut se dire, mais je sais pas si moi j'aurais eu envie de mettre bien la famille qui m'a abandonnée 2 fois. On peut se dire, mais ça me semble pas très très juste. Moi, je trouve que c'est un conte passionnant parce que ça dit vraiment d'abord la différence essentielle que ça fait quand on a une âme ou qu'on la refoule, bien sûr, qu'on est ou pas dans le déni, qu'on désire ou pas le déni, mais ça dit aussi qu'avoir une âme, ça ne suffit pas. Que si l'âme n'a pas le désir de la conscience, très souvent, il faut dire la plupart du temps, elle reste frise dans les filets familiaux des axes de la parenté, tordus, dysfonctionnants, toxiques, etc. Et elle s'en accommode, elle s'y adapte, elle s'y résigne. Il faut vraiment qu'il y ait le désir de transformer cette énergie brute, je dirais, de la pulsion, c'est-à-dire qu'il faut que ça monte jusqu'au cœur, sinon on reste à patauger dans le marécage, mais il est simplement plaqué or. Et c'est présenté, là, bien sûr, par tous les membres du déni, comme une réussite merveilleuse. Je suis assez curieuse de savoir ce que les gens vont penser en écoutant cette lecture du conte, parce que moi, personnellement, j'avais pas capté tout ça. Il y a des choses que j'avais ressenties en le lisant. Mais je trouve ça, c'est un petit peu, ça peut sembler contradictoire, mais je trouve ça rafraîchissant d'être plus, juste de dire la vérité, qu'en fait le petit poussé, c'est pas un héros, qu'il est pas parfait, que oui, il s'est fait prendre en fait au jeu familial et que c'est ça qui nous enseigne et pas comment s'en sortir malgré l'adversité. Ce n'est pas un modèle, c'est un enseignement, et c'est un enseignement d'autant plus fort par rapport au déni, au conflit, aux familles dysfonctionnelles, aux couples qui dysfonctionnent, etc., que, comme je le disais au début, la fin du conte n'est qu'un retour à la case départ dans lequel il n'y aura pas la famine, c'est tout. Donc, puisqu'il n'y aura pas la famine, il n'y aura pas l'abandon, ça ne se verra pas qu'on ne s'aime pas. Mais ce qui est très clair, c'est que le petit pousset ne devient pas adulte, il n'a pas de rencontre, il ne se marie pas, il n'a pas de descendance. Il revient ensemencer son terrain initial pour recouvrir la misère, c'est tout. Et d'expérience en tant que thérapeute, je dirais, ça concerne beaucoup de gens, cette tentation. Merci Carole. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Ingrid aussi d'être intervenue avec ta question sur pourquoi le petit pousset agit toujours seul. Et dites-nous ce que ça vous évoque. Est-ce que vous aussi vous êtes surpris de cette lecture ? Est-ce que ça vous aide ? Est-ce que ça vous enseigne quelque chose ? On est toujours ravis d'avoir vos retours. Ça nous encourage. Et à bientôt pour le 3e épisode de cette série d'été.